Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. L'épisode d'aujourd'hui est dédié au Tour des Flandres. Donc, je vous propose qu'au programme, on parle tout d'abord rapidement des dernières courses qui ont eu sur les pavés, donc c'est-à-dire rapidement de Gand-Wevelgem, puis d'à travers la Flandre, qui s'est tenu ce mercredi, jour auquel je m'enregistre. Ensuite, on parlera du parcours du Tour des Flandres, de la météo, qui sera très importante. On regardera rapidement les scénarios des années précédentes, et ensuite on se penchera sur la liste de départ et sur les principaux favoris de cette épreuve. Donc Tour des Flandres, deuxième monument de l'année, et ça va être très sympa à suivre, en tout cas j'espère. Euh, j'ai mis dans le titre volontairement que ça peut être une purge, on en parlera juste après, mais j'espère bien que ça sera très cool à suivre. Et pourquoi j'espère que ça sera sympa? Parce qu'on a eu quand même des belles promesses sur les courses pavées qu'on a eues ces derniers temps. Donc tout d'abord sur Gand-Wevelgem, malheureusement, c'est l'horrible peloton qui allait se chercher la victoire au sprint, avec la victoire de Jasper Philipsen devant Tobias Lundon Bressen et Christophe Laporte. Et les attaquants, pardon, n'ont pas été récompensés. On avait parlé de ce vent d'eau a priori sur le final qui pourrait aider les attaquants, mais Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, puisqu'ils sont sortis à deux, n'étaient pas suffisamment forts pour résister au peloton. Mathieu Van Der Poel un peu diminué de sa chute à Paris-Roubaix, n'importe quoi, à Milan-San Remo. Aussi, il comptait un petit peu sur Philipsen derrière. Bon, finalement, il a eu raison puisque Philipsen s'est imposé. Et Van Aert, bon bah pas encore assez fort à ce moment-là pour aller chercher la victoire avec Van Der Poel en duo. C'est dommage, hein, ils se sont fait reprendre vraiment à la flamme rouge juste avant l'arrivée. Et finalement, ce sont les sprinters qui se sont imposés. Euh, on avait derrière en chasse-patate un moment Florian Vermeersch. Peut-être que si Vermeersch était parvenu à rester avec Wout van Aert et puis Mathieu Van Der Poel, on aurait eu quelque chose qui serait allé plus loin. Mais bon. Donc premier renseignement, c'est que bah, Wout van Aert et puis Mathieu Van Der Poel étaient forts, mais pas suffisamment pour s'imposer sur cette édition de Gand-Wevelgem, qui donc échappe encore une fois à Mathieu Van Der Poel. À noter donc, on avait l'absence de Mats Pedersen sur cette course-ci, Mats Pedersen qui était malade, mais qui a couru ce mercredi sur à travers la Flandre, où il a été quand même relativement discret. En fait, on l'a vu à l'ouvrage plusieurs fois, mais pas au niveau qu'on attend de Mats Pedersen. Au final, il finit cette course 10e, mais c'est un petit peu anecdotique, puisqu'en fait, ce qui a vraiment été intéressant dans cette course-là, c'était le nombre d'attaques. Ça a attaqué de partout. C'était super animé. En fait, c'est assez intéressant à travers la Flandre parce que c'est un profil qui est dur, mais pas trop. Donc, ce qui permet à pas mal de profils de coureurs de briller. Finalement, Wout van Aert qui s'échappe devant était beaucoup plus fort que tout le monde quand ça montait. On rappelle qu'il n'y avait pas Mathieu Van Der Poel ni Tadej Pogacar présents sur cette course-ci. Van Aert qui était surpuissant, mais qui n'a pas pu résister au retour du peloton dans les 200 derniers mètres, ce qui était terrible. D'ailleurs, c'était pas le retour du peloton, c'était le retour d'un homme en contre, Filippo Ganna, qui allait s'imposer, euh, coiffé au poteau, au Van Aert, on pourrait dire, et coiffé au poteau aussi le peloton, qui ne s'est joué que la troisième place, même s'ils ont fini dans le même temps finalement que Filippo Ganna et Wout van Aert, mais donc peloton dont le sprint a été réglé par Søren Warren-Skjold. On a notamment un Christophe Laporte 7e, Philipsen 8e. Donc bon après, peut-être qu'il avait déjà compris qu'il allait pas jouer à la victoire, donc il n'était pas en meilleure position. On a eu un beau numéro de Romain Grégoire aussi avec Niklas Larsen de la Unibet Rose Rocket. Mais bon, les principaux enseignements de cette à travers la Flandre, c'est que Ghana est très fort. Parce que Ghana a eu des ennuis mécaniques à répétition, a su revenir, a su aller chercher cette victoire avec énormément de force. Donc Ghana est sur la pente ascendante. Ça va faire très mal à Paris-Roubaix. Van Aert commence à être aussi en très bonne forme, hein. Franchement, il a fait un sacré numéro sur cette à travers la Flandre. On sent qu'il a la bonne patte. C'est vraiment de bon augure pour la suite des événements. Il m'a semblé quand même plus fort que sur à travers la Flandre l'an dernier. Mais bon, toujours cette malédiction, il finit deuxième. Et puis le troisième enseignement majeur, je dirais, c'est que bah, Mats Pedersen n'est pas encore au top, hein. Mats Pedersen qui finit dixième et qui était un peu à la peine quand même sur cette à travers la Flandre. Bon, il était malade ce week-end, donc il revient de blessure en plus, donc on ne peut pas en demander autant que ça à Mats Pedersen, mais il est clairement moins fort que l'an dernier et je pense que ça va être difficile pour lui de jouer sur sa carte sur le Tour des Flandres. Euh, on l'attend peut-être plutôt à Paris-Roubaix. J'espère qu'il aura eu le temps emmagasiner de la forme, pardon, pour cette course-là, qui en plus lui convient mieux sur le papier. Côté français, quand même, on a dit ce bel effort de Romain Grégoire. Moi, j'ai trouvé Axel Huens de la Groupama FDJ en forme. J'ai trouvé Valentin Madouas sur la porte ascendante.
Et Paul Magnier, un peu décevant. Paul Magnier qui était dans le bon groupe, mais qui a pas fait jouer le sprint finalement, il finit 19e. Donc voilà pour les Frenchies. Et aussi non, Benoît Cosnefroy qui est sorti à un moment, qui m'a semblé en forme également, qui finit dans le bon groupe, donc qui fait pas le sprint, mais je sais que Cosnefroy sera aligné sur certaines courses sur les Ardennais, sur certaines d'entre elles, donc ce sera intéressant de voir dans quel état il sera. Voilà, petite parenthèse refermée sur à travers la Flandre, sur Gand-Wevelgem. Je vous propose qu'on passe directement au cœur du sujet, le Tour des Flandres. Et pour ça, on va d'abord regarder rapidement le profil, même s'il est assez similaire aux années précédentes. On a quand même rajouté quelques kilomètres. Le Tour des Flandres qui atteint là les 278 kilomètres. C'est tellement dur comme course, à peu près 2000 mètres de dénivelé positif, 280 kilomètres, des monts pavés bien entendu, sinon ça serait pas marrant. Le vieux Quarmont a monté 3 fois, le Paterberg a monté 2 fois, le Koppenberg, vous avez l'habitude, le Taillenberg et en plus de ça, cette année, heu, très difficile, on aura du vent, on en parlera juste après, mais ça va rendre la course encore plus compliquée. Je sais pas si on aura beaucoup de finishers sur la ligne d'arrivée. Hem, donc en fait, on le disait, on part d'Anvers, Antwerp, donc en Belgique, on a beaucoup de plats où il se passe rien, les 100 premiers kilomètres. Et ensuite, les difficultés, après, à mesure qu'on tourne un peu autour de Denard, arrivent. Ce passage donc du vieux Quarmont, qui est situé à 130 bandes de l'arrivée, qui va pas changer grand-chose. Ensuite, Eichenberg, Wolvenberg, etc. Ça commence à attaquer un petit peu. Premier passage clé, je pense, c'est le deuxième passage du vieux Quarmont, donc qui s'enchaîne directement avec le Paterberg après. Passage du vieux Quarmont qui se situe à 55 kilomètres de l'arrivée, si je dis pas bêtise, et qui sera, à mon avis, premier lieu vraiment clé euh, pour cette édition du Tour des Flandres. Vieux Quarmont, donc bien évidemment, on le présente plus. 2,5 km à 4% de moyenne, avec des passages durs à un endroit, du pavé tout du long, et franchement, c'est toujours exposé au vent aussi. Compliqué, le vieux Quarmont, hein, on va pas se mentir, souvent c'est là que la décision se fait. C'est là que Pogacar arrive à lâcher tout le monde, c'est là que Van Der Poel attaque souvent aussi. Et surtout, il s'enchaîne juste après avec le Paterberg. Paterberg, donc 400 mètres, mais la pente qui monte jusqu'à 21% de moyenne, 21% max, pour une moyenne de plus de 13%, c'est pavé, c'est super dur, bien évidemment. Il n'y a pas de descente après, donc là, faut relancer au sommet, c'est vraiment compliqué. C'est une course du dur, hein, très clairement. Et puis il y a aussi quand même le Koppenberg. Koppenberg, lui, situé à 45 km de l'arrivée. Donc si vous avez bien suivi dans l'ordre, on fait d'abord le vieux Quarmont, ensuite on enchaîne le Paterberg. Et comme si c'était pas suffisamment dur, on redescend un petit peu et on va chercher Koppenberg, Taillenberg, et on revient sur le vieux Quarmont après. Bref, le Koppenberg, on se souvient d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, c'était un peu mouillé. Et Van Der Poel avait été le seul capable de passer le Koppenberg à vélo parce que c'est très pentu. 500 mètres à 13% de moyenne, c'est pavé bien évidemment. Ça fait mal à tout le monde. Donc parcours très très dur. Le Tour des Flandres qui sacre quasiment toujours le meilleur coureur parce que c'est tellement sélectif qu'il y a assez peu de place pour l'aléa. Et récemment, les meilleurs coureurs c'était Pogacar et Van Der Poel. On va quand même parler rapidement de la météo avant de parler des éditions précédentes. Je disais donc qu'elle allait jouer un rôle important, la météo. Il devrait faire à peu près beau. Il devrait pas y avoir de pluie sur Audenarde, donc ce qui est une bonne nouvelle pour les coureurs, parce que la course est déjà relativement difficile. En revanche, on annonce même jusqu'à 15 degrés, donc ça sera cool. Il devrait y avoir énormément de vent, des moyennes à 25-30 km/h, des rafales à 50. C'est du vent très fort, et la direction du vent, a priori, c'est un vent qui vient de l'ouest. Euh, bon, le Tour des Flandres, on tourne autour des monts, hein, très clairement. On passe 3 fois sur le vieux Cormont, donc on va pas vous faire un dessin. A priori, il faut tourner un peu en rond pour réussir à le monter 3 fois. En revanche, si on regarde sur l'arrivée, donc déjà, sur les petites périodes de transition, il pourra y avoir du vent de côté, de face, de dos, donc ça pourra créer des bordures si c'est de côté, inciter les attaquants si c'est de dos, et un peu les freiner si c'est de face. Et sur le final, donc on monte, je le disais une dernière fois, le Paterberg, dont le sommet final, enfin le dernier passage, le deuxième du Paterberg, est à 13 km de l'arrivée. Ensuite, on va vers le nord-ouest. Donc là, à ce moment-là, on a vent trois quarts face pendant à peu près 5 km. Donc là, ça va faire très mal aux attaquants.
En revanche, après, on fait un virage à angle droit et on va vers Audenarde en allant plutôt au nord-est. Et cette fois-ci, on devrait avoir le vent trois quarts d'eau. Et donc là, ça peut porter les attaquants sur les 7-8 derniers kilomètres. Ouais, en sortie du Paterberg, un peu de vent de trois quarts face, puis trois quarts d'eau. Et vent très très fort. Donc ça peut avoir un impact vraiment sur la course. Les conditions peuvent bien évidemment encore un peu évoluer d'ici le départ, mais ça sera un élément à tout prix déterminant. Ça, c'est certain. On regarde rapidement ce qui s'est passé sur ces dernières éditions. L'an dernier, édition de folie. On va pas se mentir. Van der Poel Prime, Pogacar Prime, Pedersen Prime, Van Aert qui revient, euh, ces différents groupes d'attaque, etc. Finalement, on se retrouve dans un groupe, dans le final, avec cinq coureurs. Pogacar, Pedersen, Van der Poel, Van Aert, Stuyven. Ça avait quand même une sacrée allure. Van der Poel semblait un peu en difficulté. Et finalement, il n'a pas été capable de suivre Pogacar dans la dernière ascension du Vieux Quarmont. Donc, il s'est retrouvé avec les autres. Ils n'ont pas réussi à collaborer. Ils sont finis à une minute de Pogacar. Il s'est imposé donc tranquillou en solitaire pour son deuxième Tour des Flandres. Et derrière, ça s'est joué le sprint. Pedersen a pris la deuxième place et puis Van der Poel la troisième. Ça, c'était l'édition 2025. L'édition 2024, rompiche de malade. Donc c'était un peu pluvieux, je le disais. Van der Poel n'avait pas de concurrence. On s'est bien ennuyé et voilà, pas grand-chose à dire sur cette édition-là. Il y avait un extraterrestre et ensuite le peuple derrière. Et puis en 2023, la première victoire de Pogacar qui avait décroché Van der Poel à nouveau dans le vieux Quarmont. Et ensuite, il y avait un groupe plus loin, à une minute, avec Pedersen, Van Aert, Paules, Kungesgrid, Fred Wright, et puis Matteo Jorgensen. Donc, petite alternance, parce qu'en 2022, c'était Van der Poel qui avait gagné. Petite alternance Pogacar, Van der Poel, Pogacar, Van der Poel, Pogacar, et là, probablement Pogacar cette année. Pour ça, on va parler de la liste de départ, et on va regarder les favoris sur Winamax. Le grand favori est coté à 1,40 et c'est bien évidemment Tadej Pogacar. Heu, Ça dégoûte, hein, on va pas se mentir, 1,40 sur le Tour des Flandres, le gars est quasiment certain de gagner. Le deuxième favori est coté à 8, le troisième à 4 pardon, c'est Van der Poel, le troisième à 8. Ça montre bien que, il y a un énorme favori et c'est bien évidemment Tadej Pogacar sur cette course-ci. Pogacar donc, qui sera le leader de la team UAE. Les compos sont pas totalement officiels, mais a priori autour de lui on devrait avoir du Mikkel Bjerg, du Morgado, du Nils Politt, du Florian Vermeersch, euh, beaucoup de gros coureurs. A priori le lieutenant de Pogacar ça devrait être Florian Vermeersch, vu la forme qu'il affiche ces derniers temps sur les Flandriennes. Attention quand même, pas de Wellens, ça va faire un peu mal sur cette course-là, mais bon, vu la forme que Pogacar a affichée récemment, je me fais vraiment pas de soucis pour lui. On le rappelle, Pogacar, solo de 81 bornes sur l'Estrade Bianche pour aller s'imposer devant tout le monde. Sur Milan-San Remo, 7 chutes, 6 km avant la Cipressa, revient dans le bel de la Cipressa, attaque dans la Cipressa, emmène que Van der Poel et puis Pidcock, puis lâche Van der Poel dans le Poggio en ayant le corps meurtri, un guidon pété, une selle fissurée, bref, n'importe quoi. Pogacar était beaucoup trop fort sur Milan-San Remo. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins fort sur le Tour des Flandres. Malheureusement, c'est une course qui lui convient bien. C'est une course qui convient bien à Van der Poel, mais encore mieux à Pogacar, parce qu'il y a quand même beaucoup de pourcentage pour aller faire les différences. Et franchement, je ne vois pas, malheureusement, qui pourra aller embêter Pogacar sur cette édition du Tour des Flandres. En termes de tactique, bah, il n'y en aura pas vraiment, je pense. Ça va s'exciter dans le premier passage du Vieux Quarmont, mais il se passera pas grand-chose. Dans le deuxième, a priori, un groupe de favoris sortira à 55 bornes de l'arrivée. Et ensuite, bah, à tout moment, Pogacar va sortir tout seul, hein. Soit c'est le premier passage, soit c'est le deuxième passage du Vieux Quarmont à 55 bornes, soit le Paterberg juste à côté, soit le Koppenberg juste après, ou sinon il attend le deuxième dernier passage pardon, du Vieux Quarmont, le Paterberg à 13 km de l'arrivée, et après, personne sera capable de le suivre. Franchement, Pogacar me semble plus fort que l'an dernier sur des profils monuments début de saison. Donc je veux dire, San Remo, Tour des Flandres et Paris-Roubaix, je pense qu'il sera plus fort que l'an dernier. Alors que la concurrence, a priori donc Mathieu Van Der Poel, me semble moins forte. Donc l'an dernier, il avait gagné Pogacar en lâchant Van Der Poel et tout dans le vieux Quarmont. Il restait encore le Paterberg après. Là, cette année, franchement, je vois pas trop qui pourrait lui résister. Après, il est pas à l'abri d'un incident.
On a vu ça sur Milan-San Remo, finalement il a réussi à gagner quand même parce qu'il était très fort. Sur le Tour des Flandres, c'est pas pareil, parce que si vous avez un incident, il y a tellement de monde éparpillé, votre voiture elle est très très loin derrière, c'est pas forcément la même. Donc on verra comment ça va se passer, mais bien évidemment Pogačar, favori numéro un côté à 1,40. Euh, je vais pas vous mentir, il y a moyen qu'on s'ennuie fort sur la dernière heure de course. Donc on verra jusqu'où le suspense est maintenu par les concurrents, mais j'ai un peu peur d'une édition quand même écrasée par Pogačar. Donc côté à 1,40, ça, c'est assez transparent quand même. Ensuite, le deuxième favori, côté à 4, c'est bien évidemment Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, double vainqueur de cette édition, de ce Tour des Flandres. Mathieu Van Der Poel qui sera l'unique leader de son équipe, bien évidemment. Il y aura du Sylvain Dillier, du Edvard Plancart, du Florian Sénéchal qui seront là pour l'entourer. Équipe un peu moins forte que Pogačar, mais je pense qu'ils auront moins le poids de la course que l'UAE, parce que l'UAE sera grande favorite. Et Van Der Poel, il est un peu inquiétant, malheureusement. Pas besoin de parler de ses qualités sur le Tour des Flandres. En revanche, sur son début de saison, très fort à l'homme à Tirreno, on en avait déjà parlé, moyen, malgré ses deux victoires d'étape, il semblait pas aérien. Milan-San Remo, il y avait cette chute qui a un peu mis le doute, mais il semblait quand même pas avoir des jambes de feu. À l'E3, il était fort, mais il a failli se faire reprendre. Il aurait dû se faire reprendre même, ce qui n'arrivait pas au Van Der Poel de 2025. Et sur à travers la From Middelkerk to Wevelgem in Flandersfield, le nouveau nom de Gand Wevelgem, il n'a pas été capable de jouer la victoire, alors que normalement un duo Van Der Poel-Van Aert, il y a très peu de chances qu'on les revoie. Donc je pense malheureusement que Mathieu Van Der Poel est un peu un ton en dessous de ce qu'il était l'an dernier, même s'il reste évidemment très fort. On l'a vu écraser les pédales dans le Kemmelberg, versant de l'Ossuaire, il était surpuissant. On l'a vu sortir à l'E3, il était surpuissant. Mais là, le problème, c'est qu'il faut pas battre les seconds couteaux, il faudra aller voir battre Pogačar, qui est le meilleur coureur du monde, qui est sur la course qui lui convient, une des courses qui lui convient le mieux. J'ai un peu peur pour Mathieu Van Der Poel, c'est pour ça qu'il est coté à 4 seulement. Donc en gros, comparé à 1,40 de Pogačar, ça veut dire qu'il a quoi? 5-6 fois moins de chances de s'imposer. Ça fait un petit peu mal, malgré tout. Donc voilà, pour Mathieu Van Der Poel. Côté à 8, le troisième favori, Wout van Aert. Wout van Aert, donc qui sera a priori leader de la Visma Lease Bike sur cette édition du Tour des Flandres. On aura une belle équipe hein, pour la Visma Lease Bike, donc on aura bien évidemment Wout van Aert, Eduardo Affini, Mathieu Brennan, a priori. Brennan, pas bon, hein, franchement, à travers la Flandre et puis sur Gand-Wevelgem, il était pas bon, Mathieu Van Brennan. Je suis même pas sûr en vrai qu'il soit vraiment présent sur ce Tour des Flandres. Donc moi je l'écarte un petit peu. En revanche, devrait être là Perstrand Hagenes et puis Christophe Laporte. Cette année, pas de Matteo Jorgensen, ça peut faire un petit peu mal pour Wout van Aert. Pas de Tige Benoît qui est parti non plus aussi, donc faudra vraiment s'appuyer sur Christophe Laporte et puis Bertrand Haguenes pour Wout van Aert. Euh, Haguenes, franchement, très très solide. On a vu son Grand Prix de Denain où il était très fort. Le 3 où il finit finalement deuxième, il était très fort. Sur à travers la Flandre, il a sauté dans tous les coups qui étaient à la poursuite de Van Aert. Euh, gros moteur, hein, seulement à 22 ans, Haguenes. Pas encore un fin tacticien, on va pas se mentir. Mais par contre, de très bonnes jambes. Moi, je le vois peut-être plutôt briller sur Paris-Roubaix. Sur le Tour des Flandres, c'est peut-être un petit peu trop dur pour lui, mais vu la forme qu'il affiche, ça sera un très bon équipier pour Wout van Aert. Et puis Christophe Laporte. Bah, Christophe Laporte, encore une fois, super régulier sur les classiques flandriennes. Quatrième de l'Omloop, septième de l'E3, troisième de Gand-Wevelgem, septième d'à travers la Flandre. Ça sera un très bon lieutenant pour Wout van Aert. Je pense que Christophe ne jouera pas sa carte. Euh, parce que Van Aert est très fort. Et parce que Christophe n'a jamais fait mieux que neuvième sur le Tour des Flandres en 2022. Et j'ai pas l'impression que cette année il soit plus fort que les années d'avant. Donc à mon avis, ça sera vraiment tout pour Wout van Aert. Et quels sont les motifs d'espoir pour Wout van Aert? Bah, c'est que Wout van Aert, il s'est cassé la cheville euh, au début d'année sur un cyclocross. Il est revenu tranquillement. 10e d'Estrade Bianche, c'était une belle perf. Sur Tirreno, il a eu la poisse. Sur Milan-San Remo, il est tombé, il était très loin derrière. Il s'est fait pas mal ramener par ses équipiers, hein. Il a pas mis beaucoup de coups de pédale, Wout van Aert, avant de sortir en bas après le Poggio. Il fait quand même une très belle troisième place. Euh,
À Gand-Wevelgem, c'est lui qui attaque dans le deuxième passage du Kemmel, qui fait la sélection. C'est lui qui fait la sélection sur à travers la Flandre, qui manque de très peu la victoire. C'est à des profils moins durs que le Tour des Flandres, on soit bien d'accord. Mais moi, Van Aert, là, j'ai l'impression qu'il revient sur un bon niveau. C'est pas le Van Aert Prime non plus, mais par rapport à l'an dernier, si on compare à son à travers la Flandre de l'an dernier, je pense qu'il est en meilleure forme. Et il avait fait un beau Tour des Flandres, hein. Il était quatrième et il n'était pas ridicule. Donc, je commence à avoir confiance pour Van Aert et je pense qu'il sera pas loin du niveau de Van der Poel, pour être très honnête, sur ce Tour des Flandres. Ça m'étonnerait pas de voir les deux finir dans le même groupe. Est-ce qu'ils finiront pour la gagne? A priori non, parce que j'ai dit que Pogacar était l'immense favori. Mais j'espère qu'ils l'embêteront longtemps. Et sur le Tour des Flandres, Van Aert, on se souvient de ce sprint perdu face à Van der Poel en 2020. Et puis après, sixième, quatrième, quatrième. Euh, c'est pas cette année, je pense, que Van Aert va gagner le Tour des Flandres. Mais c'est peut-être l'année où il aura un résultat le plus proche d'aller chercher la victoire. En termes de classement, je veux dire, pas en termes de stratégie de course, parce que j'ai quand même le pressentiment que Tadej Pogacar ira gagner en solitaire. Mais je pense que c'est un podium quasiment assuré pour Wout van Aert, parce que pour moi, avec Van der Poel, ils sont dans une deuxième galaxie en dessous de Pogacar, et je vois pas trop qui pourrait aller les accrocher. Il y aura toujours une petite surprise possible, hein, mais donc c'est pour ça que je pense que podium quasiment assuré pour Van Aert. Et j'espère que Van der Poel et Van Aert feront de la résistance pendant très longtemps face à Pogacar. Maintenant, on peut se poser la question de quelle sera leur stratégie. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour battre Pogacar? Bah, je pense en lui laissant le poids de la course et puis en essayant de le suivre le plus longtemps possible, en ratonnant un peu dans les roues. Je pense pas qu'il y ait d'anticipation possible pour Van der Poel et Van Aert. Ils seront trop marqués par Pogacar pour pouvoir sortir en amont. Après, s'ils tiennent longtemps à deux et qu'à un moment il y en a un qui attaque et que l'autre décide de ne pas y aller, que Pogacar prend un peu la pancarte, pourquoi pas le déstabiliser un petit peu. J'y crois moyennement, mais je pense qu'il va falloir rouler à l'économie pour Van Aert et Van der Poel, se s'isoler avec Pogacar un moment et puis ensuite jouer un peu un coup de bluff. Et peut-être que s'il a plusieurs lièvres à courir, Pogacar, qu'il a plus d'équipier, même si Vermeersch ne devrait pas être très loin, bah pourquoi pas qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai un peu du mal quand même à voir comment Van Aert pourrait gagner, mais je suis très rassuré par rapport à sa forme. Certes, il est maudit euh, sur cet à travers la Flandre notamment, mais il affiche une belle forme et tout ça, là, ce que je suis en train de vous dire, ça commence à me dire qu'on aura une super édition pour Paris-Roubaix cette année. Et même si j'ai peur que le Tour des Flandres soit un peu rompiche, un peu endormi, Paris-Roubaix, ça risque d'être grandiose. Voilà. Mais on parle pas trop vite. Pour ce Tour des Flandres, il peut se passer plein de choses, notamment, parce que vous avez forcément eu l'info, on a un invité surprise qui est troisième favori ex aequo avec Van Aert, côté à 8, alors qu'il n'a jamais fait la course. C'est bien évidemment Remco Evenepoel. Donc il y a eu l'annonce aujourd'hui, poisson d'avril, Remco Evenepoel va participer au Tour des Flandres. Donc annonce qui fait plaisir, annonce qui surprend, bien évidemment. Le timing aussi, pourquoi est-ce qu'on a caché le truc avant de l'annoncer? Je ne sais pas. Heu, il avait quand même un programme de mec qui prépare bien, les Ardennaises, hein. Je comprends pas pourquoi il vient courir le Tour des Flandres, Remco, dans son programme, c'est bizarre. On le rappelle, donc il a fait Tour de Valence, Tour UAE, Tour de Catalogne. Là, on sentait bien, le triptyque ardennais arriver et que nenni, Remco vient nous faire le ronde avant et bah, ce sera peut-être le leader de la Red Bull Bora, même si, Gianni Vermeersch est en très bonne forme. On l'a encore vu sur les courses. Même si Laurens Pitty est en très bonne forme, même si les frères Van Dijk sont en forme. Heu, pour parler rapidement de Vermeersch, je pense que le Tour des Flandres, c'est trop dur pour lui. Il avait fait 7e en 2021, mais c'était il y a longtemps. Ça monte peut-être un peu trop. Je dirais peut-être la même chose pour Laurens Pitty, même si Laurens Pitty fait quand même 11e l'an dernier. Et que va faire Evenepoel? Il n'a jamais participé, pour information. Hem, il a fait une reco, a priori. Il a sorti une vidéo YouTube de 20 minutes que j'ai pas eu le temps de voir, où il allait refaire la reco. C'était a priori cet hiver, donc c'est un, comment dire, c'était un move qui avait été préparé quand même, hein, sa préparation, sa participation au Tour des Flandres. Red Bull Bora a confirmé que ça faisait longtemps qu'ils étaient penchés sur le dossier, et donc voilà, il vient découvrir le Tour des Flandres.
Winamax le cote à 8. Je pense que c'est n'importe quoi. Parce que 8 c'est Wout van Aert. Et franchement, je vois pas du tout Remco. Enfin, j'en sais rien. Remco est tellement imprévisible comme coureur. Euh, pour rappel, fin 2025, Remco c'est quand même un niveau stratosphérique. Il écrase les championnats du monde du chrono. euh, sur la course sur route, il fait deuxième en roulant n'importe comment. Il était très très fort encore une fois. Il écrase les championnats d'Europe du chrono. Deuxième du tour du championnat d'Europe en ligne. Derrière l'intouchable Pogacar, bien évidemment, mais pas si loin que ça. Et deuxième du Tour de Lombardie, encore une fois, seul derrière Pogacar. C'était à ce moment-là, franchement, un coureur très très fort. Il y a eu ce changement d'équipe à l'hiver, toutes ces petites victoires en Espagne qui valaient pas grand-chose, le Tour de la Communauté de Valence qu'il allait chercher, concurrence un peu faible quand même, Almeida qui était pas en très bonne forme. Et ensuite, bah, il y a eu la catastrophe, le Remco Circus à l'UAE, où bon, la clim était trop chaude ou trop froide, je sais plus, dans la chambre d'hôtel. Donc ça l'a empêché d'être fort. Il a complètement explosé dans les étapes de montagne, le profil lui convenait pas, machin machin. Excuse numéro un, excuse numéro 2. Tour de Catalogne, Tour de Catalogne où bon, bah, il y a cette chute sur l'étape des bordures où il avait un niveau stratosphérique. Euh, il chute comme un débile dans le dernier kilomètre. Il s'agace sur Vingegaard qui le relaie pas. Il a une forme monstrueuse alors que c'était la veille normalement d'une étape de montagne très difficile. Bon, bah, c'est Remco imprévisible qu'on aime bien, mais Remco chute n'importe comment. Enfin, vraiment, c'est lunaire. Et ensuite Remco qui roule sur le reste du Tour de Catalogne pour Lipovic. Les deux, ça s'entend pas trop. Bref, c'est toujours des excuses pour Remco Evenepoel. Il est jamais dans les bonnes conditions. Il y a toujours un truc qui va pas. Et bah là, début d'année, vraiment décevant hein, finalement pour Evenepoel. Quand on voit le niveau stratosphérique qu'il avait fait en 2025, bah là, franchement, ami belge, je suis désolé, mais sur l'UAE et sur la Catalogne, c'était un sketch, Evenepoel. Et là, cette participation au Tour des Flandres, je sais pas quoi en penser. Euh, Bah peut-être qu'en fait, c'est là qu'il brillera le plus. C'est là où on l'attend le moins, qu'il est capable de d'être dans un bon jour, de pas avoir d'excuses, de pas avoir de truc qui va de travers, et peut-être qu'il va aller claquer le Tour des Flandres. Bon, j'y rigole, il ira pas le claquer. Je vois pas de scénario dans lequel il va le claquer, mais bon, ça sera sa découverte. Faudra être bien placé. Faudra qu'il ait pas d'ennui sur les pavés. Après, la force, bien évidemment. Tout le monde l'attendait sur cette course-là. Tout le monde le réclamait parce que c'est un coureur qui a le profil pour être très fort sur ce Tour des Flandres. Il est belge. Pourquoi est-ce que tu y vas pas avant? Ça fait plaisir qu'il y aille. Franchement, ça fait énormément plaisir. Ça rajoute beaucoup d'incertitudes parce qu'il y aura le Remco Show, le divertissement pur pendant ce Tour des Flandres, alors qu'on risquait de s'ennuyer avec une domination de Pogacar. Moi, j'y crois pas du tout pour la victoire, mais je suis très très curieux de voir ce que va faire Remco Evenepoel. Si ça se trouve à 100 bandes de l'arrivée, il est lâché, ou alors il est tombé, il est mal placé, il s'est fait enfermer, j'en sais rien, et c'est finito, hein. C'est possible. Mais si ça se trouve, il est dans un groupe qui est juste derrière Pogacar et il fait une super course, il fait un podium. Ça sera compliqué pour lui parce qu'il aura pas beaucoup de repères sur la course. En termes de stratégie, il est pas très fort malheureusement Evenepoel. Donc là, quand ça va devoir jouer tactique avec Van Aert et Van der Poel, j'ai peur qu'il fasse un peu n'importe quoi, qu'il s'énerve parce que Pogacar sera seul devant. J'ai peur qu'il soit mal placé parce que c'est très important d'être bien placé sur le Tour des Flandres. Bon, après, il y aura une sélection qui sera assez rapidement, qui lui permettra, s'il est en forme, de remonter et d'être bien placé. Mais la grande incertitude de ce Tour des Flandres, c'est bien évidemment la participation de Remco Evenepoel. Et tout le monde aura un œil très attentif à sa performance. Donc voilà pour Remco. Je regarde rapidement comment sont cotés les autres Bora Hansgrohe, Red Bull Bora, Tim Van Dijk 125, Gianni Vermeersch 150. Bon, Laurens Fiti 250. On est d'accord, hein, s'il y a un coureur capable de faire un top 5, un top 3, c'est bien évidemment Remco. Mais il y a- pour moi, il y a quand même 60% de chance, 70% de chance que ce soit pas le meilleur Red Bull Bora à l'arrivée. Donc déjà, s'il finit et qu'il finit dans un bon groupe, ça sera cool. Mais en tout cas, ça sera très cool à suivre. Et ensuite, on part directement dans les coureurs côté à 20. Côté à 20, Mats Pedersen, qui devrait être le leader de la Lidl Trek. Sur ce Tour des Flandres, Mats Pedersen, on en a déjà parlé un petit peu.
On le disait, il est tombé au tout début de la saison. Il est revenu de manière un peu surprise sur Milan-San Remo, où il a fait une belle course. Sur le 3, un peu en difficulté, il finit 9e. Sur à travers la Flandre, il revient de maladie, de blessure. Il n'est pas capable de jouer les premiers rôles. Sur le Tour des Flandres, c'est bien évidemment une course qui lui convient. L'an dernier, je le disais, il fait deuxième, troisième en 2023, deuxième en 2018. C'était la course qu'il avait révélée, hein, on s'en souvient bien, juste avant son titre de champion du monde. Et bah, malheureusement, ça sera pas pour cette année, hein, le Tour des Flandres pour Mats Pedersen, parce qu'il n'est pas en suffisamment bonne forme. Après, il aura une belle équipe. Il devrait y avoir Søren Kragh Andersen, bien évidemment, avec lui. Euh, Matthias Vacek, peut-être. Albert Witten Philipsen, pourquoi pas. On verra comment ça va s'articuler pour la Lidl Trek, mais j'ai peur qu'il soit pas capable de faire mieux que un top 10, Mats Pedersen. Et ça me rend triste parce que c'est un coureur qu'on adore voir, mais là j'ai l'impression qu'il n'a pas encore la forme. Il lui reste quelques jours, 3 4 jours, là, après à travers la Flandre, pour se remettre sur des bons rails, mais j'ai peur que ce soit pas suffisant. Et c'est ce qui est traduit par les bookmakers, hein. Côté à 20, c'est pas pour rien. Donc on verra quelle sera la stratégie de Mats Pedersen, ça dépendra bien évidemment de ses sensations. Est-ce qu'il va essayer de se faire discret, de suivre un maximum, ou au contraire d'anticiper en prévoyant qu'il n'est pas capable de suivre les meilleurs, notamment le Vieux-Quarmont, le Koppenberg? On verra, mais bon, je pense que c'est pas l'année pour Mats Pedersen malheureusement, même si j'ai toujours bon espoir qu'il aille claquer un Roubaix ou un Tour des Flandres une de ces années. Ensuite, on nous dit côté à 35 Filippo Ganna, mais je crois que Ganna ne participera pas, si je dis pas de bêtises, à Paris, au Tour des Flandres, donc on passe directement au favori suivant. Côté à 40, Christophe Laporte. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du reste de la Visma. Côté à 40, Christophe Laporte. Côté à 100, Bertrand Haguenes. Côté à 150, Mathieu Brennan. Donc je vous l'ai dit rapidement, Brennan, j'y crois pas. Je pense même qu'il sera pas aligné. Et puis Haguenes et Laporte. Haguenes très fort. Laporte valeur sûre. Mais ça devrait être des équipiers uniquement, hein, pour Van Aert, je pense. Donc on passe à la suite. Côté à 40, Florian Vermeersch, on en a déjà parlé. Et ensuite, côté à 75, Jasper Stuyven. Donc quand même, on a un mec côté à 1,40, Pogacar, deux mecs côté à 8, Evenepoel, Van Aert, un gars côté à 4, Van Der Poel, un autre côté à 20, Mats Pedersen, et ensuite, il faut passer à 75. Donc là, il y a encore une catégorie plus loin, Jasper Stuyven. Jasper Stuyven qui devrait être le leader de cette équipe Soudal Quick-Step sur le Tour des Flandres. Bien évidemment, on ne connaît pas encore la composition finale, mais les deux leaders, ça devrait être Dylan Van Baarle et Jasper Stuyven. On commence rapidement par Dylan Van Baarle, comme ça on évacue le sujet. Van Baarle, début de saison, où il s'est un peu montré sur les classiques pavés, mais il n'a jamais été vraiment leader, protagoniste. On se souvient qu'il fait deuxième du Tour des Flandres en 2022, quatrième en 2017, sixième en 2016, donc c'est une course qui depuis longtemps lui va bien, mais ces dernières années, c'est un peu compliqué pour Dylan Van Baarle. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore totalement remonté la pente, donc a priori, j'ai du mal à le voir briller quand même. Et malheureusement, même si je l'adore, je suis pas sûr que Stuyven soit capable de faire un super résultat non plus sur ce Tour des Flandres. L'an dernier, il avait fait cinquième. Il était très fort, mais il s'était montré sur le 3 où il avait fait cinquième. Là, septième de Milan-San Remo, mais bon, c'était un qui s'est joué le sprint. 16e de l'E3, euh, 10e de Gand-Wevelgem, on ne l'a pas trop vu. Moi, ça me fait un peu peur pour Jasper Stuyven, alors que c'est une course qui lui convient super bien, hein. Quatrième en 2021, cinquième en 2025. Mais je sens qu'il n'est pas encore totalement à 100% Stuyven. Et pour être honnête, j'ai un peu du mal à voir cette équipe Soudal Quick-Step briller. On parlait beaucoup du recrutement cet hiver, qui redonnait une teinte un peu flandrienne à cette équipe de la Soudal, avec le départ de Remco Evenepoel. Mais malheureusement, pour l'instant, leurs leaders sont pas au niveau. Que ça soit Stuyven, dont on vient de parler, qui me semble encore un peu léger, même si je serais très content si Stuyven est au niveau sur le Tour des Flandres et nous claque un top 5, hein, très clairement, mais je sens qu'il est un peu en dessous. Van Barle, c'est pas encore tout à fait ça non plus. Faut qu'on parle de Paul Magnier, hein. Paul Magnier devrait être aligné sur le Tour des Flandres pour découvrir. Décevant Paul Magnier. Et il a eu des ennuis sur Gand-Wevelgem qui ont fait qu'il a pas pu jouer la victoire. À travers la Flandre, il était dans le bon groupe, mais il joue pas le sprint. Il est 19e. Il me semble un peu juste quand même, Paul Magnier. C'était dommage, hein, parce que vraiment sur Gand-Wevelgem, c'était la classique qui lui convenait bien. On l'a vu un moment à l'attaque, mais malheureusement, il a eu ses problèmes mécaniques qui l'ont gêné.
L'an dernier, il fait 62e du Tour des Flandres et bah, j'ai peur que cette année, il fasse pas mieux Paul. Donc on verra dans les années suivantes. Peut-être qu'il sera capable de faire quelque chose, mais là, cette année, malheureusement, j'ai du mal à voir la Soudal Quick-Step briller. Donc c'est comme ça. Côté à 100, ensuite, on a Jonas Abrahamsen. Alors lui, il me fait peut-être un peu plus bonne figure que ceux dont on vient de parler. Ça devrait être le leader, bien évidemment, de la Uno X. Rasmus Stiller, on l'a pas trop vu cette année. Marcus Soulgard non plus. Warren Skjold, ce sera trop dur pour lui. Et Abrahamsen était très fort sur le 3, qu'il a fini à la 5e place. Gant Wevelgem, il s'est aussi un peu montré, même s'il n'a pas été capable d'être un protagoniste majeur. Sur le Tour des Flandres, il n'a jamais performé parce qu'il est un peu trop lourd. On attend plus de lui sur Paris-Roubaix, mais pourquoi pas. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 100. C'est aussi un coureur, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer avec lui, donc c'est pour ça qu'il est coté à 100. Et ensuite, côté à 100, Bertrand Dagenès, on en a déjà parlé. Tim Van Dijk 125. Morgado côté à 150, mais ça sera un équipier. Arnaud Delis côté à 150. Désolé pour les amis belges, pour les amis wallons, mais Arnaud Delis, bah, encore une fois, c'est compliqué. Abandon très très tôt sur à travers la Flandre. Euh, Ça présage pas grand-chose de bon pour ce Tour des Flandres. Quatrième quand même de Gant Wevelgem, mais bon, pas capable de gagner le sprint, même s'il était en bonne position. Bon, après, devant lui, c'est Philipsen, Lund Andresen et puis Laporte. C'est pas dégueu, hein, on va pas se mentir, c'est pas ridicule de faire quatrième sur cette course-là. Mais on attend un peu mieux d'Arnaud Delis, et là, franchement, euh, je pense que ça sera trop dur pour lui, ce Tour des Flandres, encore une fois. Donc, on verra ce qu'il en est, mais comme c'est la première fois qu'il participe en plus, peut-être attendons un peu plus de lui sur Paris-Roubaix, mais là, j'espère déjà qu'il sera au départ, Arnaud Delis, pour être honnête. Après son abandon très précoce à travers la Flandre, c'est jamais très bon signe. Et ensuite, dans les cotes, on passe au-dessus de 150. Donc, je vous propose qu'on passe rapidement en revue les équipes dont on n'a pas parlé. Euh, Bahreïn Victorious, qui devrait être a priori autour de Alex Segart et Matej Mohoric. Alex Segart, très bonne forme, on en a déjà parlé cette année, bien évidemment. Euh, Avec cette victoire sur le Grand Prix de Denain. Après, sur le 3, sur Gand-Wevelgem, à travers la Flandre, sa montée, c'était trop dur pour lui. Donc là, je pense que ça sera vraiment trop dur pour lui, le Tour des Flandres. Mais attention à lui sur sur Paris-Roubaix. Et puis Maurice, bah pareil, campagne de classique traversée comme un fantôme. Certes, il a les qualités sur le papier pour briller sur le Tour des Flandres, mais j'ai du mal à le voir briller cette année. Donc encore une équipe verra pas trop. La Décathlon CMA-CGM, bah, pas trop de coureurs pour briller. Oliver Nassen à l'époque aurait pu briller, mais là, un peu compliqué. Il devrait y avoir Stan de Wulf, Dan Houle, Stéphane Bisseguer. Je pense qu'ils seront un peu fantômes, la Décathlon, sur cette course-là. Je les attends beaucoup plus sur Paris-Roubaix. IF, ça sera intéressant à suivre, franchement, la IF. Il devrait y avoir Kasper Asgreen et Michael Valgren, qui ont fait des débuts de saison intéressants. Kasper Asgreen, bien évidemment, ancien vainqueur du Tour des Flandres en 2021. 7e en 2023. Heu, L'an dernier, il était en très mauvaise forme, Kasper Asgreen. Là, début de saison pas très rassurant non plus. Donc je pense qu'on le verra pas briller. Peut-être que la meilleure carte, c'est Valgren. Valgren, on se souvient donc de cette étape qu'il allait chercher sur Tirreno Adriatico. Il fait 11e de l'E3, ce qui était plutôt un bon résultat, mais c'était dans un gros groupe, hein, dans le groupe que règle Lund Andresen. Donc c'était pas un groupe de très costaud non plus. À travers la Flandre, on l'a pas vu. Donc pourquoi pas sur le Tour des Flandres, hein. Il est fait quatrième en 2018, mais j'ai un peu de mal à y croire. Donc pareil, IF, je les vois un peu absents. On va mettre DJ. Là, c'est une équipe intéressante, en revanche. Pourquoi? Parce que on va être franchouillard. Il y a Romain Grégoire qui sera là, il y aura Valentin Madouas, il y aura Axel Huez, Thibaut Gruel, Clément Russo. C'est des coureurs qui se sont montrés à leur avantage. J'ai bien aimé la groupe FDJ sur à travers la Flandre. Je pense que ça sera trop dur pour lui, pour eux, le Tour des Flandres, hein, très clairement. Mais j'aime bien ce qu'ils font, quand même. J'ai bien aimé leur manière de courir. On va parler tout de suite d'Axel Huens, Axel Huens, qui fait septième sur Grand Prix de Denain. C'est un bon résultat. Et là, franchement, sur les plaques classiques pavés, on l'a vu souvent à l'attaque. On a vu beaucoup sa tête, sa petite moustache là. Donc, il est en forme. Ça sera un bon équipier, ça c'est certain. Après, le Tour des Flandres, c'est la première fois qu'il participe. C'est une course très longue. On peut pas lui en demander beaucoup, mais
Un coureur à suivre, bien évidemment. Romain Grégoire qui a attaqué sur à travers la Flandre, qui a super bien anticipé. Tactiquement, c'était très bien joué. Il anticipait les grosses attaques, notamment celle de Van Aert que personne n'a pu suivre. Et lui, c'était le seul à être dans le bon wagon avec Niklas Larsen. Donc tactiquement, c'était super bien joué, mais trop tendre, hein. Il a pété là sur un des secteurs pavés un peu en montée. Et franchement, même si sur l'Estrade Bianche, il a fait une super performance, bah en fait sur les autres courses, je le trouve un peu en dessous, Romain Grégoire. J'ai l'impression qu'il a perdu de la force, du punch, enfin je sais pas, et bah, j'ai du mal à le voir briller sur ce Tour des Flandres. C'est des courses sur lesquelles il a envie de briller, bien évidemment, mais moi franchement, Romain Grégoire, je l'attends plus sur un Liège-Bastogne-Liège pour l'instant. Donc on verra ce qu'il est capable de faire sur ce Tour des Flandres, mais j'ai très peur d'un Casper. Et pas Casper Asgreen, Casper le fantôme pour Romain Grégoire cette année sur le Tour des Flandres. Mais on verra ce qu'il sera capable de faire. Et peut-être que la meilleure carte, vous le sentez venir, c'est Valentin Madouas. J'en parle tout le temps, tous les ans je dis c'est l'année de Madouas, etc. Blablabla. Euh, Nul début de saison, nul Valentin Madouas, on l'a vu nulle part. On l'a pas vu sur l'Estrade Bianche, enfin si on l'a vu le lâcher. Sur Tirreno, je l'ai senti monter un peu en puissance. Sur le 3, on a commencé à le voir. Et sur à travers la Flandre, il a attaqué. Donc bah, il va être en forme pour le Trobro-Léon le 10 mai, ça c'est certain. Mais on aurait bien aimé le voir briller avant, et donc pourquoi pas sur le Tour des Flandres. C'est peut-être la meilleure carte de la Groupama FDJ. L'an dernier, pareil, il était nul, il fait 17e, donc c'était cool. On rappelle quand même que Valentin Madois, c'est troisième du Tour des Flandres 2022, une édition complètement folle, et j'ai envie d'y croire. Donc je vais me mouiller. Valentin Madouas top 15 sur ce Tour des Flandres. Vous allez dire, c'est pas une très grosse stake, top 15, mais vu qu'il est fantomatique depuis le début de saison, ça serait déjà pas si mal. On sait que c'est bien évidemment une course qui lui correspond très bien, hein, c'est très dur, il faut être super endurant. Pour un diesel comme Madouas, c'est parfait, donc j'ai envie de croire en lui. Et voilà, je veux dire, ça sera peut-être le meilleur français, peut-être même devant Christophe Laporte, notre ami Romain Grégoire. Voilà pour la groupe AMFDJ. Il y a une autre équipe qui est intéressante, c'est la Ineos Grenadier. Il devrait pas y avoir Ghana. Donc les leaders, ce sera peut-être Tarling, euh, Magnus Sheffield. C'est ceux qui ont le profil le plus adapté. Je crois que Ben Turner est tombé récemment, donc je compte pas trop sur lui. Donc ça sera entre Sheffield et puis Joshua Tarling. Sheffield qu'on a vu un peu à l'attaque sur les différents classiques pavés. 12e de l'E3, mais sinon il n'a pas réussi à performer. Mais c'est un profil qui doit lui convenir sur le papier. Il fait 6e en 2024, donc moi je dis pourquoi pas un top 10 pour Sheffield. Et puis Tarling, qui était très fort sur Paris-Nice. Par contre, depuis, aux abonnés absents sur les classiques flandriennes, sur le 3 108e, 106e sur Gand-Wevelgem, 66e sur à travers la Flandre. Il a pas mal roulé pour les autres aussi, hein, il faut le dire. Moi, je l'attends beaucoup sur Paris-Roubaix, mais il fait 17e en 2024 sur, sur le Ronde, alors qu'il avait seulement 20 ans. Donc, pourquoi pas un beau résultat pour Tarling. On verra s'il joue sa carte ou s'il est équipier d'un autre Ineos. On avance, on n'a pas parlé de la Movistar, mais franchement, j'y crois pas. Garcia Cortina, Luis Aular, on en a déjà parlé. Ils vont pas faire grand-chose. Faut parler rapidement quand même de la NSN, qui devrait s'articuler autour de William Girmay. Mais William Girmay qui fait quatrième d'à travers la Flandre, dans un groupe au sprint. E3, il était largué. Bah, je pense que sur ce Tour des Flandres, malheureusement, William Girmay, encore une fois, il sera largué. Je ne le vois pas faire un bon résultat. Il est pas super bon cette année, hein, faut le dire. Jayco Alula, autour de peut-être Thies de Bonte, peut-être Mauro Schmidt. Je crois qu'il n'est pas annoncé, donc ça va être compliqué pour eux d'exister en absence de Michael Matthews. Picnic Postanel, ça va pas exister, on va pas se mentir. Astana, bah Astana, il faut en parler parce qu'il y a un ancien vainqueur avec Alberto Bettiol. Bettiol sur cette campagne de classique, 103e de Milan-San Remo, abandon sur le 3, 36e sur à travers la Flandre, on l'a pas vu une seule seconde. Bon bah Bettiol, il va rien nous faire sur ce Tour des Flandres, hein, malheureusement. Il l'a gagné en 2019, 9e en 2024, donc on peut espérer de grandes choses sur le papier de Alberto Bettiol. Mais là, il fait un début de saison fantomatique, donc bah, je pense qu'on va pas voir la Astana. La Cofidis, on va pas les voir non plus. Dylan Teuns devrait être le leader, mais Dylan Teuns, franchement, depuis le début de saison, c'est une galère complète, quoi. Sur le papier, évidemment qu'il doit briller, hein. Dylan Teuns, il fait 6e en 2022, 8e en 2024.
Mais là, bah, je pense que pareil, on va pas voir la Cofidis. Peut-être que Alexis Renard, c'est la meilleure carte finalement, le français. Mais début de saison, un peu compliqué aussi pour Alexis Renard. Même si moi, Alexis Renard, je l'attends peut-être plus tôt sur Paris-Roubaix. On verra s'il est capable de se briller un peu sur le Tour des Flandres, mais j'y crois pas vraiment. Pinarello Q36.5, qui n'aura pas Tom Pidcock, qui avait été annoncé un moment sur cette course-ci, mais finalement, il a chuté, donc compliqué. Ça devrait être Fred Wright, le meilleur coureur. Fred Wright, début de saison compliqué, il n'a pas fait de bons résultats. Il avait fait, on se souvient, septième du Tour des Flandres en 2022, huitième en 2023, donc sur le papier, il a de quoi faire un top 10 hein, cette année. Fred Wright, mais fantomatique, donc état de forme vraiment incertain. Tudor devrait être autour de Matteo Trentin. Matteo Trentin qui fait une campagne de classique, bah, comme d'hab, les top 10 de partout. Neuvième à Milan-San Remo, dixième sur le 3, sixième sur Gand-Wevelgem. Le Tour des Flandres, c'est une course qui lui convient bien aussi. Et donc je pense qu'il va faire un top 20. Top 10, c'est peut-être un peu trop dur quand même, mais top 20 pour le très régulier Matteo Trentin. Après, on verra si d'autres coureurs sont capables de briller, mais j'en suis pas certain. Pour la Burgos BH, on aura à surveiller bien évidemment Jean Valjean Sam Bayard, le coureur mongol, très très fort. Non, je rigole, mais c'est un coureur que j'aime bien, donc j'espère qu'il sera au départ et j'espère qu'il fera un résultat. Il est annoncé sur le 3, il n'est pas parti. Il était sur Gand-Wevelgem, il a abandonné. J'espère que Jean Valjean sera dans l'échappée et qu'il fera un beau résultat. Mais voilà, c'est tout pour la Burgos. Flanders baloise, bah, ils seront dans l'échappée avec Michael Lambrecht et puis Victor Vercouilly. Mais sinon, ils vont rien faire. Total Energy, bah, Anthony Turgis, l'espoir éternel sur ce Tour des Flandres. Depuis cette superbe édition de 2020 où il fait quatrième. Mais bah, Turgis, Casper aussi hein, cette année, on ne l'a pas trop vu. Il fait des résultats quand il y a des gros groupes qui se jouent des places d'honneur au sprint, mais sinon, complicado, complicado, donc j'y crois pas trop, Turgis, malheureusement. Qui d'autre? Il y aura Alexis Brunel. Alexis Brunel, ouais, peut-être plutôt sur sur Paris-Roubaix où il sera en échappée, mais compliqué d'exister pour la Total Energy comme beaucoup d'équipes, hein, parce que c'est une course trop dure. Et puis quand même un petit mot pour la Unibet Rose Rockets. On verra s'il y aura Niklas Larsen, qui était fort quand même hein, sur à travers la Flandre. On verra ce que fera Lucas Koubis. Je pense que c'est trop dur pour lui. Il fait 11e d'à travers la Flandre, découverte du Tour des Flandres, mais j'espère que les Unibet Rose Rockets seront à l'avant d'une certaine manière, même si ça sera compliqué de faire un résultat pour eux. Bref, au final, sur cette preview du Tour des Flandres, et ben, il y a beaucoup d'équipes qu'on verra pas, hein, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont pas un top coureur capable de briller sur ce Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, ça pardonne pas. Il y a que les coureurs forts qui sont capables de faire des beaux résultats, parce que c'est trop sélectif. Et bah, cette année, il y a un grand favori, c'est Pogacar. Derrière, il y a donc le petit échelon Van Der Poel et puis Van Aert. L'inconnu, Remco Evenepoel. Un petit groupe derrière avec Pedersen, Vermeersch à la rigueur, pour jouer les places d'honneur, peut-être Stuyven. Et puis après, une foule de mecs qui seront peut-être capables de jouer le top 10, mais franchement, il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui prendront les responsabilités de la course sur ce Tour des Flandres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent gagner, tout simplement. Et donc j'espère que Van Aert et Van Der Poel seront capables d'aller accrocher le plus longtemps possible Pogacar pour qu'on s'ennuie pas trop. J'aurais bien évidemment un œil sur les performances de Remco Evenepoel, mais je le disais, Evenepoel c'est le circus, c'est le divertissement maximum, donc il est capable d'aller claquer un podium, tout comme d'être péter un caca nerveux à 100 bandes de l'arrivée parce qu'il est mal placé. Mais ça sera très intéressant de suivre ce qu'il va faire. Et bah, côté français, bah, Christophe Laporte qui sera bien évidemment le lieutenant de Van Aert. Sinon, moi je pense que c'est du côté de Madouas qu'il faut aller jeter un œil. C'est tout pour cette preview du Tour des Flandres. J'ai très envie que Van Aert gagne, on va pas se mentir, mais je pense que ça sera pour Pogacar. Et donc, quand même, on fera attention au vent dans le final, même si je pense que la course sera peut-être déjà jouée, Paterberg, hein. Il y aura peut-être trop d'écart pour que ça soit irrémédiable, mais
un vent qui sera vraiment important dans le final et qu'il faudra surveiller. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine, pardon, pour un autre épisode du Podcyclette. Salut!